Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de choses un petit peu moins drôles, mais promis on va pas non plus tomber dans la dépression totale parce que de 1, j'ai pas du tout envie de ruiner mon mascara et de 2, même dans les pires moments, il y a toujours une petite lumière. Pour moi, tout a commencé en août 2023. Je suis rentrée d'un week-end à Londres qu'on avait passé en amoureux, un super week-end. Et puis la fin du mois s'est fait attendre. Et là, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit quand même, ça fait que 2 mois qu'on essaye. Et puis finalement, le premier test que j'ai fait s'est avéré positif. Donc énorme surprise. On est super content à ce moment-là. On commence déjà à se projeter. Quelle va être la déco dans l'appartement, comment on va aménager la chambre, etc. Comment on va l'annoncer à nos proches. Les instants de bonheur ont duré que très peu de temps, puisque malheureusement au bout de 3 semaines et demie, j'ai ressenti une énorme douleur un matin au réveil. Donc je me suis empressée de prendre un rendez-vous avec un médecin gynécologue, pour lequel je n'ai absolument pas consulté les avis. C'est une grosse erreur, vraiment les filles, consultez les avis. Je l'ai appris à mes dépens, c'est vraiment important de regarder les avis et croyez-moi que maintenant je le fais systématiquement. Donc là le médecin m'ausculte et puis il me dit madame, je vois pas de grossesse. Donc là je me dis mais comment ça? Comment ça, vous voyez pas de grossesse? Il n'y a pas de grossesse parce que peut-être que c'est trop tôt, peut-être que ça fait 3 semaines et demie. Il me dit ah non, normalement ça se voit déjà, mais là je vois pas de grossesse madame, donc c'est certainement une grossesse qui n'a pas évolué. Et donc à ce moment-là, je comprends pas, je me dis comment ça une grossesse qui n'a pas évolué, qu'est-ce que c'est une grossesse qui n'a pas évolué? Enfin, vraiment, je suis à côté de la plaque à ce moment-là. Je suis complètement à côté de la plaque et je me dis pas une seconde que en fait, je viens de perdre la grossesse. Genre, je réalise pas du tout et je me dis pas du tout que c'est quelque chose qui peut m'arriver. Je me dis vraiment que c'est quelque chose qui arrive aux autres, mais moi ça m'arrivera pas, c'est pas possible. Et donc pourtant je lui montre ce test de grossesse qui est positif avec du coup le taux de bêta-HCG, donc le taux de la grossesse dans le sang. Il me dit mais votre taux là il est beaucoup trop faible, beaucoup trop bas. Enfin vraiment il s'est adressé à moi d'une façon, j'ai clairement halluciné et pas apprécié du tout, cela dit en passant. Il me redonne une prise de sang à faire le lendemain. Il me dit voilà, si le taux a encore chuté, c'est que c'est une grossesse qui n'est pas évolutive et qui n'arrivera pas à son terme. Donc bon là je suis un peu chamboulée, je comprends un petit peu plus ce qui se passe, mais il a tellement en fait pas été professionnel à ce moment-là, ce médecin, que je me suis dit il doit se tromper. Il y a forcément quelque chose, c'est écrit sur le papier à ce moment-là. Il y a un taux sur le papier qui est là. Et donc je me dis, ah non, c'est réel ce que je suis en train de... C'est réel, ma grossesse elle est réelle, elle était là. Donc je sors du médecin et puis je reste chamboulée et puis je reste très inquiète aussi par rapport à cette douleur que j'ai eue, puisque j'avais très peur du coup d'une grossesse extra-utérine. Étant donné qu'en plus le médecin n'avait rien vu, je me dis à tout moment je suis en train de faire une grossesse extra-utérine. Donc une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui n'est pas descendue s'implanter dans l'utérus, c'est une grossesse qui est restée dans les trompes et qui peut s'avérer très dangereuse si c'est pas pris en charge à temps. Donc je panique un peu, même s'il a regardé, que tout semble aller bien, je me dis que voilà, peut-être que ça va pas, peut-être qu'il a pas assez bien regardé, enfin bon, il y a plein de choses qui me passent par la tête à ce moment-là, et donc je me rends aux urgences. Donc on m'ausculte de nouveau, après évidemment plusieurs heures d'attente, hein, j'ai oublié de préciser ça, et donc on m'ausculte et à nouveau on me dit bah non madame, il n'y a pas de grossesse. On m'a refait une prise de sang, on me dit écoutez votre taux a chuté, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? On me pose cette question, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Et donc là, je m'effondre et je me dis ok, je comprends ce qui se passe. Je comprends effectivement que... Et je chialais. Et donc à ce moment-là, on m'annonce ça. Donc là, je m'effondre et puis je comprends pas... Enfin si, je comprends sans comprendre. Je me dis mais waouh, pourquoi ça m'arrive à moi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer finalement? À ce moment-là, on me demande juste si quelqu'un vient me chercher. Donc oui, bien évidemment, mon mari vient me chercher. On me propose pas d'arrêt de travail. On me demande pas depuis combien de temps j'essaie d'avoir un enfant. On me dit simplement que c'est très fréquent et que je peux recommencer mes essais le mois prochain. Donc bon, moi je sors de là un peu déboussolée en me disant ça va être un peu compliqué à assimiler comme nouvelle. Et d'un autre côté, je me dis, ok, bon, de toute façon, je peux recommencer le mois prochain. Le mois prochain, je recommence, je réessaye. Voilà, comme elle m'a dit la dame, ça arrive hyper souvent. C'est pas grave, on va se relever, on va se remettre. Et puis petit à petit, en parlant autour de moi, en parlant à des amis proches, en parlant à ma famille, les langues commencent à se délier. Et là, je comprends, en fait, qu'il y a plein de femmes autour de moi auxquelles c'est arrivé.
Elles me disent mais oui, mais moi aussi ça m'a fait ça, moi aussi j'ai déjà subi une fausse couche, moi aussi j'ai eu une grossesse arrêtée. Donc je me dis ah ouais, on est beaucoup quand même, on est beaucoup. Et donc je me relève assez facilement de ça puisque je me dis bon bah de toute manière, voilà, si ça s'est passé comme ça, c'est peut-être que c'était un embryon qui n'était pas viable, que ça n'a pas tenu, peut-être que j'étais pas dans les meilleures conditions, voilà. On se fait une raison, enfin en tout cas non, je me suis fait une raison assez rapidement en me disant que c'était comme ça, que c'était la vie, que mon corps se préparait aussi, parce que mine de rien, un corps qui se prépare à la grossesse, c'est long, c'est éprouvant, et donc j'ai assimilé assez facilement cet arrêt de grossesse. Septembre 2023, un mois après seulement, le schéma se répète. Le test est positif. À peine un mois après. Donc là, avec mon mari, on se regarde et puis on se dit non mais attends, on s'est trop sous-estimé là. Comment ça, en 3 mois d'essai, 3-4 mois d'essai, comme ça, 2 fois de suite, comme ça quoi. Bref, on se dit que finalement le mois précédent c'était un draft en fait. Le corps qui se prépare, etc. Et là on se dit ok ça y est, c'est la bonne, on y va. Je suis un peu sur la réserve au début et puis finalement je me dis non en fait ça y est, c'est bon. Go on y va, je me projette quand même un peu. Mine de rien on n'aborde pas trop tout ce qui est déco. On se dit bon on va attendre doucement, on va voir comment ça se passe, mais je suis hyper contente parce que je me dis 2 fois de suite, impossible. J'étais pas au bout de mes surprises. Donc je refais un test sanguin qui s'avère être positif avec un très bon taux, nettement meilleur que le premier. Donc là j'ai pensé au médecin qui m'avait dit votre taux vraiment il est nul. Et là je me suis dit tiens celui-ci il est bon, c'est la bonne. Donc là je me projette même un peu en me disant on est en septembre, je me dis tiens en décembre à Noël j'aurai un petit bidon, je vais pouvoir l'annoncer à ma famille, etc. Donc j'ai vraiment un espoir au fond de moi qui est important. Et au bout d'1 mois et demi, j'ai rendez-vous donc pour l'échographie de datation, la première échographie qu'on fait au bout d'environ 5-6 semaines de grossesse. Donc je prends rendez-vous pour l'échographie de datation avec une sage-femme. Et une semaine avant, par acquis de conscience, je sais pas, il y a une petite voix, je sais pas comment l'expliquer, qui m'a soufflé de retourner faire un test sanguin pour contrôler ce fameux taux qui doit augmenter, qui doit doubler toutes les 48 heures. Ce taux qui te paralyse quand tu as déjà en fait perdu une grossesse. Donc il s'est avéré que le premier test sanguin était plutôt bon et que le second que j'ai fait 2 semaines après n'avait pas évolué correctement. Il aurait dû doubler donc toutes les 48 heures, ce qui n'était absolument pas le cas à ce moment-là. Donc là je comprends. Je me dis il y a quelque chose qui va pas. Ni une ni deux, je retourne aux urgences. Le climat des urgences, faut savoir que c'est assez... les urgences gynécologiques, plus particulièrement parce que là c'est ce que j'ai vécu, je pense que l'hôpital en général c'est un climat qui est assez chelou. Mais là les urgences gynécologiques, il y a un peu de tout, notamment des femmes enceintes qui viennent parce qu'elles ont leur accouchement qui est programmé. Donc des femmes qui arrivent qui sont super heureuses parce qu'elles vont vivre un des plus beaux moments de leur vie. Il y a d'autres femmes qui, comme moi, sont peut-être enceintes mais ça ne se voit pas. Et il y a d'autres femmes qui sont enceintes et qui viennent parce que quelque chose ne va pas, alors qu'elles sont bien plus avancées dans leur grossesse. Donc ce climat déjà, voilà, t'arrives en salle d'attente, t'en as pour 5-6 heures d'attente et tu sais que tu vas être là pour longtemps. Et tu sais que tu vas voir défiler plein de femmes. Et forcément, il y a un ordre d'importance. Potentiellement, tu vas passer dans 10 heures. Et pendant 10 heures, ton cerveau, il est en éruption. Ton cerveau, il est en feu, quoi. Et donc, vient mon tour de passer. Et au moment où je passe, elle me fait donc une échographie. L'infirmière, la médecin, je sais plus, me fait une échographie. Et elle me dit ah, mais madame, moi j'ai un rythme cardiaque. Donc là, mon sang ne fait qu'un tour. Je me dis ah bon, vous avez un rythme cardiaque ? Et je lui explique, je lui dis mais madame j'ai fait une prise de sang, voilà le taux, il a pas bien évolué. Elle me dit non mais vous inquiétez pas vraiment, une fois qu'on a un rythme cardiaque, on regarde plus le taux. Mais à ce moment-là je sais que ce qu'elle me dit c'est faux, parce que je sais que mon bébé il est pas en train d'évoluer normalement. Et je vais chialer. Mouchoir. Donc du coup à ce moment-là elle active le son et j'entends le cœur du bébé, donc je suis toute seule à ce moment-là, mon mari est pas là, donc
Déjà ça a été un moment assez dur à vivre parce que je me dis, purée, je suis toute seule en train de vivre ce truc-là. Non pas que ce soit de sa faute, hein, pas du tout, c'est juste qu'aux urgences c'est comme ça, on peut pas rentrer à plusieurs dans les salles des médecins. Et donc elle me dit, mais non madame, tout va très bien, retournez chez vous. Et il s'avère que j'ai rendez-vous pour mon échographie de datation 3 jours après avec la sage-femme. Donc je repars, et puis au fond de moi, je me dis vraiment, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que c'est normal que le taux il évolue plus aussi bien à partir d'un certain stade. Mais au fond de moi, je sais. J'essaye de me persuader quelque chose, mais au fond de moi, je sais. Et je me dis, ok, l'histoire est en train de se répéter. Mais l'histoire est en train de se répéter, mais c'est d'autant plus dur que je viens d'entendre le cœur de mon bébé, en fait. Je rentre chez moi et j'assimile la chose. Je me dis, ok, il me reste 3 jours avant de voir la sage-femme. Je sais ce qu'elle va m'annoncer. Clairement, je sais que là, il reste pas longtemps. De toute façon, il faut que j'y aille. J'ai pas le choix. Et puis, je vais chialer. Donc à ce moment-là, je me dis, c'est pas grave, ce petit être qui est dans mon ventre, il va falloir que je l'accompagne. Après tout, je suis sa maman à ce moment-là de mon existence. Donc je vais l'accompagner, quelle que soit la fin, il faut que j'y aille. C'était un lundi matin, je me souviens, je vais donc chez la sage-femme et là, sans surprise, elle m'explique, elle me dit, voilà, il n'y a plus de rythme cardiaque, la grossesse s'est arrêtée. Ok, bon je m'effondre, hein, sans surprise. Je m'effondre et en même temps je suis dans la retenue parce que je veux pas trop qu'elle voit que je m'effondre, je veux qu'elle voit que je suis forte alors que je suis pas forte du tout à ce moment-là. Je suis hyper vulnérable, mais j'ai du mal à comprendre à ce moment-là que c'est normal d'être vulnérable. Et donc elle m'explique que soit ça va s'évacuer tout seul, donc déjà le mot s'évacuer, c'est moyen, soit il va falloir prendre des médicaments. Et pour ça, il va falloir retourner aux urgences, parce qu'il n'y a que les urgences qui peuvent délivrer ces médicaments-là. Ou alors, si je souhaite attendre et que ça ne s'évacue pas, il faudra penser à une aspiration, qui potentiellement peut abîmer certains organes, etc. Bref, c'est un truc très invasif, pour lequel j'étais pas du tout chaude. Déjà, faut imaginer mon état à ce moment-là, je me dis non mais c'est bon, je vais pas non plus aller dans un bloc opératoire et tout. Non, s'il y a d'autres solutions, je prends une autre solution. Je retourne aux urgences, du coup, pour la 4e fois, je pense en 2 mois. J'attends longtemps. Je vois encore défiler des femmes enceintes. Et puis là, le verdict, il est tombé. Là, le verdict, il est là. C'est ça, ma grossesse, elle s'est arrêtée. Et puis voilà, je vois des femmes enceintes arriver. Elles vont accoucher, elles sont avec leur mari, super contentes et tout. Donc c'est lourd, c'est dur quand même à vivre. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que j'ai pris une carte fidélité pour les urgences. Hein. Les nanas, je les connais, elles me connaissent. Enfin bon, c'est assez malaisant d'ailleurs. Et donc elle me dit effectivement, madame, je vais vous donner un médicament et puis le processus va se continuer chez vous. Et vous reviendrez nous voir dans 1 semaine et puis si tout est ok, vous pourrez recommencer le mois prochain. Donc là, je me dis, mais pardon. Je me suis dit, elle est sérieuse dans ce qu'elle vient de me dire, je vais recommencer le mois prochain. Donc là, je lui dis gentiment, je pense que vous n'avez pas regardé mon dossier en fait. J'étais déjà là le mois dernier pour la même chose. Enfin, c'est lunaire, je me dis, ok, il y a plein de femmes qui défilent, ok, tu vois ça toute ta journée, mais on est des êtres humains quand même. Tu peux pas me dire, c'est bon, tu peux recommencer le mois prochain. Non, en fait, j'ai perdu 2 bébés en l'espace d'1 mois et demi, 2 mois. Tu peux pas me dire, c'est pas une case à cocher sur l'agenda en fait. Tu peux pas me dire comme ça, tiens, tu recommences le mois prochain. Donc là, même schéma, pas d'arrêt de travail. On me propose aucun accompagnement. On me demande pas si j'ai besoin de voir quelqu'un. Et on me demande juste si quelqu'un vient me chercher. Moi, je suis pas là pour incriminer les médecins, les hôpitaux, etc. Ils font un boulot qui est extraordinaire. Faut remettre aussi l'église au milieu du village, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se sent terriblement seul et on se dit, on m'a juste demandé, encore une fois, si quelqu'un venait me chercher. Si ça faisait 10 ans que j'essayais d'avoir un enfant et que là, comme ça, on m'annonce oui, vous avez perdu votre enfant, comme la première fois finalement. Là, vous avez perdu votre bébé. C'est pas grave, recommencez le mois prochain. Mais tu sais pas en fait par quoi je suis passée. Tu sais pas. Peut-être qu'il y a des choses plus graves. Peut-être que je fais une dépression. Moi, je trouve ça assez lunaire. C'est mon côté très humain, très empathique, qui trouve ça très lunaire de se dire, waouh, c'est quand même, c'est à la chaîne en fait. Hein. Donc je sors de l'hôpital et là, je rentre dans une bulle où tout va venir se mélanger. La colère, la tristesse, la culpabilité, le deuil en fait. Déjà d'une première grossesse que j'ai un peu mise sous le tapis. Et puis cette 2e grossesse dont je me dis il y a 3 jours j'entendais le cœur de mon bébé. Aujourd'hui on me dit vous allez prendre des médicaments
pour l'évacuer. Donc je tombe des nues, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment quelque chose comme ça peut être réel? Comment quelque chose d'aussi horrible, ça peut arriver? Donc voilà, la fin de cette grossesse se résume à ça, juste moi, une boîte de médoc et mon bébé qui finit dans les toilettes. Et si t'es passé par là, tu sais exactement de quoi je parle. Donc là, vraiment, c'est le festival des émotions qui vont se chambouler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je me dis, mais pourquoi moi? Et avec du recul, je me dis pourquoi moi, mais je voudrais surtout pas que ça arrive à une autre. Jamais, jamais. Je me dis, est-ce que je suis punie de quelque chose? Est-ce que je suis punie de peut-être quelque chose que j'ai fait de mal dans ma vie? Peut-être que j'ai fait du mal à des gens? Peut-être que je me suis mal comportée? Est-ce que je suis en train de payer finalement ce comportement que j'ai pu avoir pour X ou Y raison, l'immaturité ou plein de choses? Mais du coup, je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que j'ai réveillé un esprit maléfique qui a décidé de s'acharner sur moi? Bref, je me dis vraiment à ce moment-là, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Et comme si ça suffisait pas, en un laps de temps assez réduit, mine de rien, entre 1 an et demi, j'ai encaissé et appris pas moins d'une quinzaine de grossesses autour de moi. Et ça, les filles, je pense qu'on sera toutes d'accord pour dire que c'est la chose qu'on redoute le plus. J'ai appris des grossesses plus lointaines, plus proches, elles font tout aussi mal. Même si on est heureuse au fond de nous, tu peux être heureuse pour les autres. Ça t'empêche pas d'être une bonne personne et d'être heureuse. Bien sûr que tu as envie de voir tes amis proches en plus, concrétiser ce rêve que toi tu as aussi finalement. Mais ça t'empêche pas d'être triste pour toi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre et j'ai mis du temps à comprendre aussi que c'était normal. De poser ses limites, de pas se sentir coupable aussi de se dire là, je peux pas. Oui, j'ai bloqué des copines sur Instagram parce qu'elles mettaient des photos de leur bébé ou de leur grossesse. Oui, j'ai eu peur de croiser mes amies qui venaient d'accoucher dans la rue. Oui, j'ai décliné des soirées entre copines parce que certaines étaient enceintes ou parce que certaines venaient d'accoucher. Mais c'est ok en fait. Mais ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre. Poser sa limite dans un moment comme ça, c'est vraiment important pour pouvoir se préserver et mieux se relever. Et si certaines ne comprennent pas, c'est ok de pas se comprendre. C'est totalement ok de pas se comprendre. Le plus important, c'est de respecter le choix de la personne qu'on a en face de nous finalement, quel que soit son choix. Et c'est là, les filles, où c'est très important de poser des mots sur vos mots, parce que la compréhension des autres, elle n'est pas innée. On est toutes et tous des personnes différentes, de par nos expériences, de par notre éducation, de par tout ce qu'on vit au quotidien, parce que ma réalité, c'est pas forcément la réalité de mes amis, et ta réalité, c'est pas forcément la réalité des tiennes non plus. Donc prends vraiment le temps de t'écouter, et dès que tu te sentiras prête, tu pourras en parler. Après avoir passé des semaines, voire des mois à pleurer, à me poser tout un tas de questions et avoir eu la sensation d'être en guerre constante contre mon corps, mon utérus, et la colère ressentie vis-à-vis de ce corps qui finalement n'est pas capable de réaliser l'une des premières choses pour lesquelles il est fait, j'ai compris quelque chose. Rester bloqué dans ma douleur ne m'aidera pas à avancer. J'ai compris aussi que se lever le matin et décider d'être heureux, c'était ma responsabilité. Et c'était la faute de personne d'autre. De rien ni personne d'autre. Et que j'avais cette possibilité en me levant de me dire « Ok, aujourd'hui, je vais être heureuse. » Parce qu'aujourd'hui, mon corps, il est là, il me soutient, il m'aide à marcher, il m'aide à courir, il me permet de manger, pas qu'un peu, de faire des câlins aux gens que j'aime. En fait, ce corps, il faut le chérir. Donc même si il est un peu paumé dans tout ce parcours, je peux pas lui en vouloir d'être paumé parce qu'en fait, il a subi aussi ce corps, ces 2 arrêts de grossesse. Mon cerveau, il a subi, mais mon corps aussi. C'est un shoot d'hormones, une redescente. Le corps se prépare à un changement profond et finalement, ce changement, il s'installe pas dans la durée. Donc, c'est les montagnes russes, autant pour mon cerveau que pour mon corps finalement. Et donc, plutôt que de le maltraiter, je me suis dit, c'est mon pote en fait. Pourquoi je vais le maltraiter après tout ce qu'il me permet de faire? Donc, j'ai cherché, j'ai testé des solutions pour renouer avec lui parce que même si j'étais consciente de ça, il a fallu mettre des choses en place pour me le réapproprier, pour l'aimer à nouveau malgré cette fissure, cette cassure qu'il y avait entre lui et moi. Et donc j'ai découvert la sophrologie, j'ai fait plusieurs séances en tant que cliente. La sophrologie, elle est arrivée dans ma vie pas comme une baguette magique, mais vraiment comme une copine un peu douce qui s'installe dans ma vie et puis qui va venir m'aider à me détendre et à me réapproprier chaque partie de mon corps, chacun de mes organes, comme un nouveau souffle. Petit à petit, j'ai appris à mettre
de la douceur dans ce chaos, à comprendre que la douleur, elle disparaît pas, mais qu'on peut vraiment en faire quelque chose. Et puis au moment où tout ce cheminement se faisait en moi, autant dans ma tête que dans mon corps, j'ai commencé à lire, à me renseigner sur tous les sujets qui tournaient autour de la grossesse, et puis j'ai vu des chiffres assez conséquents, notamment sur les arrêts de grossesse au premier trimestre, mais également après. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on soit autant à souffrir et que tout le monde se taise. Pourquoi ? Alors oui, c'est pas des sujets joyeux, on est d'accord, mais pourquoi j'ai jamais entendu des filles me raconter leur histoire? Pourquoi je me suis retrouvée dans cette salle d'urgence à pas comprendre ce qui m'arrivait, alors que finalement c'est tellement commun? Pourquoi ce sujet est si tabou, si ça arrive autant? Ok, donc à ce moment-là, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Je me dis que moi, j'avais besoin d'être aidée, donc forcément, d'autres femmes ont besoin d'aide. Et là, j'ai décidé d'en parler autour de moi, à mon mari forcément, à mes amis, à des amis qui étaient déjà en parcours PMA, à une amie sophrologue, à ma sœur. Et en fait, c'était comme une évidence. J'ai pris le temps de vraiment poser toutes mes idées, tout en continuant mes séances de sophrologie. Voilà, c'était là au fond de moi, et puis j'ai compris qu'il fallait que je prenne ma place. J'étais plus forcément alignée avec mon job de l'époque. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose qui avait du sens pour moi et pour les autres. Pour avoir une approche complète, je me suis formée à la sophrologie avec une spécialité en accompagnement PMA. La réconciliation avec mon corps, elle est aussi passée par mon hygiène de vie, mais surtout l'alimentation. Et du coup, ça faisait d'autant plus sens pour moi de me renseigner sur la naturopathie féminine et de commencer une formation pour avoir une approche plus complète avec la sophrologie. Donc pour toutes ces choses-là, j'ai créé Lunésia. J'espère que de raconter mon histoire, ça aura pu te soulager, t'apporter une certaine forme d'apaisement, autant dans ton cœur que dans ton parcours, pour te rendre compte que tu n'es pas toute seule et que ce chemin, on le fait tout ensemble. Si t'en ressens le besoin, n'hésite surtout pas à m'écrire. En attendant, moi je continue de vous préparer plein de contenus, plein de petits tips qui peuvent vous aider au quotidien. Pour les prochaines vidéos, j'aurai le plaisir d'être accompagnée par des personnes qui viendront raconter leur histoire. Et d'ici là, sois douce avec toi-même.